La condamnation. Chapitre 4. La rédemption. Plus le temps passait, et plus je gagnais sa confiance. Je m'ouvrais à lui racontais ma vie rocambolesque, mon enfance passée auprès d'un escroc, mes rencontres avec des mafieux, des braqueurs et des délinquants en tout genre. Au début, il ne me croyait pas, il pensait que j'étais un mytho, je le lisais sur son visage. Au fur et à mesure qu'il croisait mes connaissances, le doute en lui s'installait. Et si ce que je lui racontais était vrai, d'une certaine façon, à mon tour, je l'interpellais. C'est vrai, j'ai eu une vie atypique, bien malgré moi, car je ne l'ai pas choisie. Ma mère, sans le savoir au début, était tombée amoureuse d'un escroc, d'un truand, qui allait me faire office de père pendant près de 16 ans. J'avais 4 ans quand ils se sont connus, j'en avais 20 quand ils se sont définitivement quittés. À maintes reprises, nous l'avons suivi dans ses cavales, nous avons côtoyé ses amis mafieux, truands, criminels. J'ai connu la peur, l'angoisse, les menaces ainsi que plusieurs perquisitions. Ce monde et ses acteurs m'étaient donc familiers. Paradoxalement, mon vrai père, mon géniteur, que j'ai connu à l'âge de 13 ans, côtoyait également ce genre d'individus, mais il se trouvait de l'autre côté. Et pour cause, il était psychologue et collaborait de temps à autre avec certains centres pénitentiaires où il aidait des condamnés à retrouver la voie de la raison. Voilà très certainement pourquoi les marginaux semblaient se sentir à l'aise à mes côtés. Ils ne se sentaient ni jugés ni stigmatisés. Mon expérience, mon passé me permettait de voir l'humain qui les habitait. À mes yeux, leur image n'était qu'une image, et je n'y attachais guère d'importance. Naturellement, je me centrais sur l'individu. Cette façon d'être me permettait de gagner rapidement leur confiance. Pour eux, j'étais l'un d'eux, bien qu'au fond de moi, je me savais différent. J'avais bien trop souffert durant mon enfance de cette vie remplie d'instabilité qu'il était hors de question pour moi de reproduire ce que l'on m'avait transmis. C'est sans doute une des raisons pour laquelle Michel et moi avons fini par tisser des liens. À un certain moment de notre vie, nous nous étions abreuvés à la même source, mais au fond de nous, nous partagions des valeurs profondes basées entre autres sur le respect, l'amitié et l'honnêteté, malgré notre passé tourmenté. Je savais qu'il me cachait quelque chose, mais ce qui me motivait, c'est l'homme qu'il était à l'instant T. Aujourd'hui, c'était quelqu'un de bien, je le sentais. Dans tous les cas, je devais quand même savoir. Les secrets les plus lourds sont souvent les plus enfouis. Quand on a des valeurs, ils nous pétrissent de honte, et oublier notre passé peut devenir facilement une question de survie. Je devais aborder le sujet au bon moment et avec tact. Ce jour-là, j'étais bien décidé à ce qu'il crache le morceau. L'ambiance était détendue, nos liens étaient de plus en plus forts, et j'en profitais pour remettre le sujet sur le tapis. Avec un sourire en coin, je lançai subitement une invective dans le but de le déstabiliser. « Alors, comment t'appelles-tu » ? « Ben Michel !»« Arrête tes conneries, je sais très bien que tu ne t'appelles pas Michel. Tu n'as pas confiance en moi ou quoi ?» Surpris, il restait d'abord silencieux, puis résigné. Il me lançait avec le regard bas, comme s'il se confessait. « François !»« T'inquiète pas, je continuerai à t'appeler Michel. » lui lançai-je avec un sourire complice. « Alors qu'est-ce que tu as fait pour craindre autant de revenir en France ? On te cherche ? » ?»« Ben, j'ai fait une connerie, quoi. Une erreur de jeunesse. »« Tu as tué personne, au moins. » ?»« Ça va pas ? Il est fou, lui. » Sa réaction spontanée et authentique me rassurait. Déjà, ce n'était pas un assassin en cavale. « T'es pas un violeur ? » ?»« T'es malade ou quoi ? Mais non, je ne suis pas un violeur. T'es pas bien, toi. » Mes questions et mes doutes directement posés l'avaient dérangé, mais l'abcès était crevé. Le fait d'écarter ces possibles éventualités me confortait dans ma décision de l'aider. On a tous commis des erreurs de jeunesse, alors, quoi que tu aies fait, tu l'as probablement déjà exécuté ta peine, 16 ans de condamnation. Ça te semble peu ? Ouais, c'est la vie, quoi, me rétorquait-il d'un ton triste. Mais bon, cela ne veut pas dire que tu dois finir ta vie comme ça, éloigné de ta famille, disparu et vivant comme un pestiféré. En plus, le délit que tu as dû commettre doit être probablement prescrit à l'heure qu'il est. « Alors tu as fait quoi ?» lui réitérai-je avec insistance. « Ben, on a braqué un mec. Un bijoutier, c'était une tête de con.
Il nous avait insultés. Ah ouais, quand même. Intérieurement, j'étais surpris, mais je ne le montrais pas. Vous lui avez fait mal? Vous l'avez blessé? Non, on lui a juste fait un peu peur et on l'a dépouillé. Et après, vous avez fait quoi? On s'est barré. Et les 2 autres se sont fait choper le lendemain. Du coup, je me suis fait la malle. La France, c'est fini pour moi. Sa confession, son repenti, son honnêteté et sa confiance me touchaient. J'étais désormais complice de son lourd secret. Je l'interprétais comme une preuve d'amitié et une marque de respect. Connaître son passé en aurait fait fuir plus d'un, mais en ce qui me concernait, je me sentais privilégié et bien déterminé à rester à ses côtés. Et qu'est-ce que tu as fait quand tu es arrivé en Espagne? Tu avais un pécule? Non, je n'avais plus rien. Je suis arrivé les mains dans les poches. Mais le jour du braquage, tu n'as rien récupéré? Non, ils devaient me filer quelque chose le lendemain et ils se sont fait attraper. Et tu as fait comment alors? Tu vivais comment? J'étais à la rue, quoi. Mais au moins, j'étais libre. Et David, tu l'as connu comment? D'abord, je vivais dans un camp de blacks. Et pour vivre, j'ai commencé à ramasser les cartons dans la rue pour les revendre aux déchetteries. Mais bon, Mich, 50 balles par semaine, c'est quand même la misère! Un jour, je suis venu lui vendre une lampe que j'avais trouvée près d'un conteneur, et je lui ai dit que je cherchais du travail. Il ne pouvait pas me donner grand-chose, mais c'était toujours mieux que de traîner dans la rue. Ouais, de quoi survivre. Mais bon, excuse-moi de te dire que ce n'est pas cher payé. Tu es là 10 heures par jour, 6 jours sur 7, toujours à l'heure, toujours présent, toujours disponible. À ce point-là, c'est plus de l'aide, mais plutôt de l'exploitation. Et pour la gitane, c'est pareil. Tous les matins, tu prends soin de ceux qui lui est le plus cher au monde, ses enfants, et en échange, elle te file un bol de soupe et une douche par semaine. Tu la connais depuis 16 ans, et ça ne la dérange pas de savoir que tous les soirs tu dors dans un camion, hiver comme été, et David pareil. C'est n'importe quoi, Mich, tu vaux mieux que ça. Il me file aussi un paquet de clopes par jour, le café, un sandwich. Sa résignation me démontrait comment l'humain peut s'adapter par instinct de survie à n'importe quelle situation. Cela me rendait triste de constater à quel point il avait accepté son destin comme une inévitable fatalité, et tout ça à cause d'une mauvaise décision d'un jour, 16 ans auparavant. C'était un bon gars, sérieux, qui avait fait un faux pas et qui s'était retrouvé pris à son propre piège. Il était clair pour moi que seul il n'allait pas pouvoir s'en sortir, surtout avec les vautours qui l'entouraient. Sa misérable situation était vraisemblablement pour eux une aubaine. Le laisser dans cette galère était leur garantie qu'ils pouvaient continuer à l'exploiter en toute impunité. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils avaient certainement bonne conscience. Ils étaient convaincus de l'aider. Quelle bande de raclures, je les imaginais se dire au fond de moi. Je compte sur toi tous les jours et je te donne le strict minimum pour que rien ne change, pour que tu continues bien à dépendre de moi et que tu ne m'abandonnes pas. Quelle honte! Voilà bien là, la preuve que la misère engendre la misère. T'inquiète, Michel, je vais t'aider. Je ne sais pas encore comment, mais je vais t'aider à te sortir de cette merde. Tu es un compatriote. Tout ça me fout en l'air. C'est la vie, quoi. Non, ça, ce n'est pas la vie. Ça, c'est la misère. Si j'avais pu, je lui aurais offert le gîte et le couvert. Mais la situation avec les mères de mes filles était déjà compliquée. Si elles venaient à savoir que j'hébergeais un SDF, elles auraient probablement tout fait pour m'enlever leur garde alternée que j'avais obtenue non sans difficulté. Je l'aidais alors, comme je pouvais, en l'invitant de temps en temps à déjeuner. C'est lors de nos déjeuners qu'il me racontait son parcours dès son arrivée à Barcelone. Après sa fuite, Michel était arrivé à Sants, la gare principale de Barcelone. Il avait tout juste 31 ans. Alors qu'il errait devant la gare sans savoir où aller, il rencontra un Sénégalais qui lui proposa de l'accompagner. L'homme vivait dans un camp de sans-papiers à la périphérie de la ville. Là, il pourrait dormir sur un vieux matelas dans une vétuste caravane qu'il partagerait avec des inconnus qui, pour des raisons plus légitimes, avaient eux aussi dû fuir leur pays d'origine. Très vite, pour survivre, comme beaucoup d'entre eux, il commença à récupérer des cartons laissés près ou dans les poubelles pour, ensuite, les revendre aux recycleurs et ainsi gagner quelques centimes afin de s'alimenter ou de s'acheter du tabac. Faute de sous, il déjeunait souvent le midi dans un réfectoire social, noyé dans la multitude. C'est là qu'il rencontra un forain pour qui il allait travailler pendant 12 ans. L'homme était propriétaire d'un manège et il partait tous les étés de fin juin à septembre participer aux fêtes foraines. Il emmenait sa femme, ses enfants
et désormais Michel. Après une année passée, il avait réussi à établir une certaine routine assez bien planifiée au regard de sa situation d'évadé. De décembre à début juin, il partait récolter les oranges dans différentes fermes de la région de Valence, puis, de juillet à septembre, il était sur la route avec les forains, et durant les mois d'octobre et de novembre, il vivait de la vente de cartons à Barcelone. Cette constante itinérance compliquerait très certainement son arrestation, enfin, c'est ce qu'il pensait. Alors qu'il vivait depuis 3 ans dans sa caravane, en plein milieu de la nuit, le camp de gitans prit feu. Tous furent évacués, puis certains, surtout les familles, furent relogés dans des logements sociaux. De toute évidence, sans papier, sans identité, étant un homme célibataire, Michel n'eut pas cette chance. Il se contenta alors d'un matelas installé dans une fourgonnette, garée au bas de l'immeuble de sa famille d'accueil qui s'agrandissait. Ils avaient déjà une fille, puis une fois installés dans leur appartement, en vint une deuxième. 2 ans plus tard, naissait leur premier garçon, puis leur 4e enfant arriva dans la foulée. À part l'aîné, Michel les avait tous vus naître. Pendant 14 ans, il allait les accompagner assidûment, jour après jour, à l'école. Un jour qu'il passait devant la boutique de David, il lui vendit une lampe pour 2 € qui en valait en réalité 90. Et peu de temps après, il travaillait pour lui. Le malin avait saisi l'opportunité, il voyait en lui un faible d'esprit. Le gitan étant décédé, Michel était maintenant disponible. 2 ans plus tard, je le rencontrai chez mon débiteur.